20h sur DTV, le journal et ses titres. Les instituts privés de formation rejettent les 3 milliards du gouvernement. Le cadre unitaire exige l'appurement intégral de la dette de 16 milliards de francs CFA. Enclavement, manque d'eau, manque d'électricité, voilà entre autres les maux des habitants du village de Mbafaye, situé dans la commune de Fissel-Mbadane. Les habitants appellent le gouvernement au secours. C'est parti pour 10 jours de forte effervescence religieuse pour la communauté tidjane. Le bourde a débuté ce jeudi des séances de prière et d'hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Qui seront les meilleurs sportifs sénégalais de l'année? Différentes disciplines sont au menu. L'ANPS a publié la liste des nominés aux rédactions sportives d'élire les prochains lauréats à voir dans cette édition. Bonsoir. Le bras de fer entre instituts de formation privés et gouvernement, on en reparle dans cette édition. Le cadre unitaire de ces établissements rejette les 3 milliards annoncés par le ministre de l'Enseignement supérieur. Il réclame l'appurement intégral de la dette de 16 milliards de francs CFA. Pour les membres, l'audit n'est pas un problème. Il réclame la tenue ou le respect des engagements pris par l'État du Sénégal. Adjarandia nous en dit plus. Les établissements privés d'enseignement supérieur veulent le paiement intégral de la dette que leur doit l'État. Selon eux, ces 3 milliards ne sont rien comparés au montant restant. Dès que l'État prendra, disons, la décision ferme de respecter les termes du contrat, parce qu'en réalité, s'il y avait respect du contrat, on n'en serait pas là. Il y a 3 milliards qui ont été prévus au début de cette semaine-là. Les 3 milliards n'ont pas encore été libérés. Donc pour nous, à l'heure actuelle, et je crois que c'est clair, pour l'État, je veux dire pour le ministère de l'Enseignement supérieur et pour le ministère des Finances, qu'ils nous doivent à l'heure actuelle donc 13 milliards. Je crois qu'il n'y a pas de polémique possible par rapport à ça. Pour le porte-parole, l'audit ne leur pose pas problème. Je crois que l'audit même en question ne devrait pas durer, parce qu'il s'agit tout simplement de vérifier, de voir les justificatifs des règlements donc, qui ont été effectués. Et la simple facture déposée, qui déclenche même la procédure de règlement, permet cette vérification. Donc en une journée, toutes les vérifications, en tout cas pour les 2 années, pour lesquelles l'État nous doit, donc cette vérification peut se faire en une journée. Toutefois, il lance un appel à l'État de respecter ses engagements pour ne pas avoir les mêmes problèmes pour l'année à venir. Il faudrait effectivement qu'il y ait des négociations et qu'au cours de ces négociations, qu'on s'entende sur des modalités donc, de règlement. Sans cela, le problème va rester entier. Donc nous appelons encore une fois pour qu'il y ait ces négociations-là et que l'État nous dise comment il compte faire pour respecter ses engagements. Après 3 milliards d'avance sur les 16 milliards de dettes, le ministère du Budget promet encore 3 milliards de plus, mais demande un audit pour vérifier la somme restante. Toutefois, le cadre unitaire des établissements privés d'enseignement supérieur reste sur sa position. Entre la formation et l'emploi, il n'y a que pas à franchir. C'est un préalable pour trouver une solution au problème de l'emploi des jeunes. Au Sénégal, la formation professionnelle à l'épreuve des nouveaux métiers. 62 programmes de formation sont mis en exergue par le ministère. L'objectif, c'est d'aider les élèves et étudiants à se familiariser avec le monde professionnel. Noumbeba pour plus de détails. Formation professionnelle de l'apprentissage et de l'artisanat. Mais sur la table de documents consacrés aux élèves, étudiants et parents pour un avenir riche en apprentissage. Son secrétaire général revient sur l'importance de ces documents. Donc le recueil des textes juridiques du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'artisanat de 1959 à 2016. Et le deuxième document, déjà nous avons le répertoire des textes juridiques du ministère. Parce que le recueil, c'est les textes entiers et le répertoire, c'est vraiment toutes les références de ces textes, ce qui facilitera également la recherche de ces textes. Le directeur du Centre national d'information et de documentation liste les différents secteurs porteurs pour un développement durable du Sénégal. On y retrouve la mécanique, on y retrouve la plomberie, on y retrouve l'agriculture, on y retrouve tout ce qui est
formation dans le domaine de l'apiculture, de l'horticulture, etc., etc. Et ce document-là est destiné au grand public, aux jeunes, aux étudiants, pour leur permettre d'avoir des outils d'aide à la prise de décision. Selon lui, la formation professionnelle est un secteur important. Elle dispose d'outils et de recettes nécessaires pour une bonne insertion dans le milieu professionnel. La formation professionnelle est un levier important dans l'atteinte de l'émergence économique de notre pays. De ce point de vue, c'est déjà un secteur qui monte en puissance d'année en année. Les deux documents ont permis d'opérer beaucoup de réformes dans le secteur de la formation professionnelle et technique. Ils sont à la portée des élèves, étudiants et autres pour une formation riche en enseignement à travers l'Internet. Je vous l'annonçais en titre, Mbafay, un village situé dans la commune de Fissel-Mbadane. Les populations ont vivement dénoncé le mal-vivre, l'enclavement du village, l'absence d'électricité, le chômage des jeunes et l'accès difficile à l'eau potable sont entre autres le problème les plus sérieux. Les habitants de Mbafay sollicitent l'aide des autorités étatiques. Cor Sarr a porté leur doléance au micro de notre correspondant à Mbour, Mamadou Diop. C'est vraiment notre casse-tête quotidien et nous prions le bon Dieu pour que bientôt la route soit vraiment praticable pour qu'on puisse quand même fréquenter aisément Mbafay. Pour partir de Fissel jusqu'à Bambey. Ça allait désenclaver tout à fait la zone et ça allait faire un trait d'union entre le département de Mbour et le département de Mbour. C'est vraiment une route qu'on sollicite depuis longtemps. Et oui, à chaque fois on saisit les autorités. Mais bon, ils nous disent que c'est un problème de budget, ça va venir, mais on ne désespère pas. Parce que Fissel et Bambey, ça fait 22 km. Et quand on est à Bambey déjà, on est à Diourbel. Et après Diourbel, c'est tout bas. Entre autres aussi, Mbafay est situé entre le Louma de Bambey, qui est le vendredi, et le Louma de Tchadjaï, un lundi. Donc, si la route était plus fréquentable, alors ça allait vraiment développer les activités économiques et commerciales. C'est un terrain vraiment qui ne respecte pas les normes. Bon, peut-être prochainement on y verra pour que quand même le terrain soit mis en norme. La politique fichier électoral, gestion de nos ressources pétrolières et gazières et contrat d'affermage de l'eau, l'Alliance des forces de progrès prend la défense du chef de l'État, le président Macky Sall. Les progressistes soutiennent que l'opposition est dans une position nihiliste. Le secrétariat exécutif politique de l'AFP soutient que les membres de l'opposition ne sont pas en réalité capables de recueillir le nombre de signatures dans le cadre du parrainage. Nous y reviendrons peut-être d'ici la fin de cette édition. Nous poursuivrons cette édition non structure sanitaire et ce vieux débat. Comment entretenir le plateau technique médical? Désormais, Ogui abrite un centre de ressources en maintenance biomédicale et hospitalière. Il va assurer le renforcement de la formation continue des personnels, une réelle satisfaction pour les autorités de l'hôpital. C'est un compte-rendu de Chantal Badjir. Le diagnostic global des hôpitaux du Sénégal révèle un faible niveau du plateau technique qui est souvent confronté à un problème de maintenance. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'hôpital général de Grand Yoff s'est doté d'un centre de ressources en maintenance biomédicale et hospitalière pour permettre aux hôpitaux du Sénégal d'avoir un plateau technique relevé. C'est un centre, effectivement, qui sera un centre d'application où nous pourrons quand même former tous nos techniciens à l'utilisation effective et rationnelle de tous les équipements biomédicaux qui sont au niveau de nos structures hospitalières. Et surtout, ce centre va nous permettre aussi de faire l'évaluation de tous les dons en équipements biomédicaux qui rentrent au niveau du territoire sénégalais. Ce centre est le premier du genre à être installé au niveau national et sous-régional. Il entre en droite ligne avec la politique gouvernementale pour l'assurance d'une accessibilité de soins en qualité, selon le représentant du ministère de la Santé. C'est un projet qui rentre en phase avec la politique, la volonté du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Si l'autorité crée une direction technique chargée de la maintenance, ça montre qu'il y a une volonté affichée pour la maintenance des équipements dans nos hôpitaux. Un projet mûri depuis 10 ans par les personnels médicaux du Sénégal en partenariat avec l'ONG Sahel Horizon.
Selon la directrice de l'hôpital général de Grand Yoff, ce nouveau centre permettra de maintenir l'équipement des hôpitaux pour offrir des soins de qualité. L'environnement, l'érosion côtière n'en finit pas de faire des victimes. L'agence de développement municipal s'engage dans le combat. La lutte passe par la création d'infrastructures modernes. C'est pour faire face aux inondations et aux dérèglements climatiques. Le secrétaire général de l'ADE, Mamadou Wade, est avec Mamadou Diop. Nous l'écoutons. Parce qu'il faut parler de la brèche, mais en même temps, il faut parler de l'érosion côtière qui est en train véritablement de faire disparaître la langue de Barbarie. Si rien n'est fait à terme, c'est cette langue-là de Barbarie qui est quand même un environnement, un écosystème très fragile qui risque de disparaître. Dans le cadre du projet, beaucoup d'activités et d'actions sont prévues. Donc, il est prévu une étude d'un modèle hydrodynamique, comme je l'ai dit tantôt, pour affronter un problème, il faut bien le cerner. Et donc cette étude va permettre de bien connaître les causes de cette érosion du littoral. Et au-delà, parce que ces phénomènes-là ont des conséquences non seulement à Saint-Louis, mais c'est sur tout le delta du fleuve Sénégal. Le projet également intervient à Saint-Louis dans le cadre aussi de la révision et de l'extension du plan directeur d'urbanisme, surtout de l'étendre vraiment à toute l'agglomération, disons à tout le département de Saint-Louis. Également, nous mettons à contribution l'université Gaston Berger. Nous le faisons aussi avec l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, parce qu'il est prévu dans un premier temps de loger ces populations sinistrées dans vraiment des conditions plus décentes. Le Sénégal a la quête de la décentralisation la plus achevée, celle qui fait de la gouvernance participative une affaire de tous. C'est tout le sens du prix d'excellence du leadership local, une manière de vulgariser davantage l'acte 3 de la décentralisation. Adam Bité nous en édifie. La première édition du prix d'excellence du leadership local est une initiative lancée pour primer les meilleures pratiques et innovations en matière de gouvernance territoriale. Ainsi, après 48 heures de conférences d'apprentissage, les bénéficiaires ont reçu leur prix. Pour nous, c'était une manière de dire, bon, le processus de décentralisation un peu partout en Afrique est compliqué, particulièrement ici au Sénégal, ça rencontre des difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui marche. Notre enjeu à nous, c'était de dire, ok, il y a des choses qui ne marchent pas, mais essayons de voir dans ce qu'il y a de meilleur, comment est-ce qu'on peut les rendre visibles et comment est-ce qu'on peut les donner en partage aux autres. Au total, il y avait 82 soumissions venant des collectivités territoriales, 8 des journalistes et 3 des chercheurs dont les sélectionnés sont primés. Parmi ces fiches de candidature qui ont été soumises, nous avons identifié les 30 meilleurs, notamment dans les collectivités territoriales, les 5 meilleurs dans la presse et bon, les 2 ou 3 meilleurs parmi les étudiants. Et c'est ceux-là que nous avons invités pour venir en conférence d'apprentissage. Donc le comité scientifique a analysé toutes les fiches et de ces fiches a noté pour savoir quels sont les 5 meilleurs de chaque catégorie qui ont été invités pendant 2 jours, 48 heures, à venir partager les bonnes pratiques et les innovations qui conduisent dans les collectivités territoriales. Le ministre Yaya Abdoul Kane félicite les récipiendaires et réaffirme l'engagement du gouvernement à consolider ce projet. À cette occasion, je voudrais adresser chaleureuse félicitations à tous les unis qui ont partagé leur expérience. Je voudrais, pour conclure, vous réaffirmer l'engagement et le soutien du gouvernement à pérenniser le prix du leadership local en l'inscrivant dans l'agenda républicain. Le prix d'excellence du leadership local, désormais un programme inscrit dans l'agenda du gouvernement. Il sera célébré chaque année le 10 août, une date qui coïncide avec la journée africaine de la décentralisation. Je vous l'annonçais tout à l'heure, fichier électoral, gestion de nos ressources pétrolières et gazières et contrat d'affermage de l'eau. L'Alliance des forces de progrès prend la défense du chef de l'État. Les progressistes soutiennent que l'opposition est dans une position nihiliste. Le secrétariat exécutif de l'AFP soutient que les membres de l'opposition ne sont pas à même de recueillir le nombre requis de signatures dans le cadre du parrainage. Aïna Mendias.
Sous la présidence de son secrétaire général Moustapha Niasse, le secrétariat politique exécutif de l'Alliance des forces de progrès a tenu son bureau politique sur la situation nationale, caractérisée selon les progressistes par une stratégie d'intoxication et d'insurrection de l'opposition qui peine à réunir le nombre de signatures demandées pour le parrainage. Si l'opposition se met à crier, nous attendons, ce n'est pas dans quelques semaines, nous aurons les résultats et en tout cas, du côté de notre coalition, nous sommes très confiants. Le SPE qualifie de stérile le débat autour de l'exploitation du pétrole et du gaz. Il encourage le gouvernement à poursuivre les bonnes pratiques de gouvernance transparente. Les contrats qui ont été signés avec les investisseurs sont publiés dans le site du ministère. Et c'est dans une parfaite transparence que ce processus est engagé. Abordant la question de l'eau au Sénégal, Alioune Badara Diouf pense normal d'attribuer le nouveau contrat d'affermage à une autre entreprise après des années de gestion par la SDE. 2006 fait que le président Macky Sall n'est au pouvoir. Nous avons un contrat au SDE, 10 ans là mon contrat d'affermage. Mais 2006 on a fait contrat am jeex. Yokku nañ ko ba légui ñu ñëw ci 2018. Légui nak il faut arrêter. Parce que c'est état de droit. Déclarant officiel, Macky Sall leur candidat pour la prochaine présidentielle, l'AFP compte organiser une marche le 24 novembre dans laquelle Moustapha Niasse va délivrer une importante communication. La culture en mouvement au Sénégal, 70 projets d'acteurs ont été financés et appuyés par la tutelle. Une enveloppe de 470 millions de francs CFA a été dégagée à cet effet. Les bénéficiaires promettent de faire bon usage de ces fonds. Mohamedou Maulououad. Le ministre de la Culture vient de remettre des chèques aux porteurs de projets culturels. Les subventions sont destinées aux meilleurs projets artistiques et culturels retenus par le comité de sélection. Proportionnellement aux populations desservies, ont été réparties entre les 14 régions du pays. Cela concerne essentiellement l'espèce, le fonds de concours et d'appui aux acteurs culturels et à la production culturelle, qui est d'un montant global de 412 millions de francs CFA. Le porte-parole des ayants droit de ces fonds d'aide salue le travail abattu par leur ministre de tutelle. Ce dernier les invite à faire bon usage des fonds alloués. Il y a une équipe qui est chargée de vérifier les projets avant de choisir les meilleurs qui vont bénéficier de l'aide. Donc il y a une transparence dans la démarche, ce qui est à saluer avant tout. Après avoir beaucoup insisté sur le respect des engagements, le ministre revient sur l'importance des acteurs pour que la culture devienne un levier économique. Davantage encouragé pour augmenter ces montants et que cela ait un impact dans la volonté et l'ambition de faire en sorte que la culture devienne un levier économique. Il faudrait que les acteurs du côté gouvernemental comme de votre côté acceptent les engagements respectifs auxquels nous avons souscrit pour une meilleure utilisation de la subvention privée. Les acteurs culturels implorent le ministre de la Culture à superviser l'exécution des projets et de faire une évaluation de la qualité de production. Une vieille pratique encore perpétuée cette année, le bourg de cette séance de prière en prélude au Gamou a débuté ce jeudi dans la ville sainte de Tivaouane. C'est donc parti pour 10 jours de forte effervescence religieuse. Chaque jour, un chapitre du recueil de poèmes écrits par l'imam Bousseiri est révisité pour rendre un hommage de bonne loi au sceau des prophètes, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Le bourg a été initié, je vous le rappelle, par Seydi El Hadj Malik Sy, il y a de cela plus d'un siècle. Le bourde, son origine, son sens et ses vertus, c'est un élément de Ndeye Fatim Lo. Al-Bourda, ou
poème du manteau, des séances de chants religieux organisées en prélude au Mauloud. Il constitue un moment fort devant permettre aux fidèles de la communauté tidiane d'exalter l'œuvre d'une dizaine de chapitres de l'imam Abdou Abdallah Al-Bousseiri. Il l'a magnifié sur tous les angles. Il avait rêvé du prophète, paix et salut sur lui, qui lui donnait le bourde et son manteau. Le lendemain, il a vu un saint homme dans la rue qui demandait à Bousseiri de lui remettre ce qu'il avait écrit sur le prophète, paix et salut sur lui, en lui révélant qu'hier, il était avec le prophète et il l'avait vu réciter le bourde. 10 jours de bienfaits. Depuis 1902, Seydi El Hadji Malick Sy a institué ses bourdes au Sénégal. La vie et l'œuvre de Seydina Mohamed, paix et salut sur lui, sont chantées et expliquées aux fidèles. Il s'agit pour Maodo de magnifier le sceau des prophètes. Durant le bourde, tous vos souhaits se réalisent. Il ne s'agit pas de l'œuvre, mais plutôt du prophète, paix et salut sur lui, le meilleur des hommes. Les saints racontent que chaque chapitre est un bienfait. Le prophète lui-même avait apprécié le bourde. C'est pourquoi El Hadji Malick Sy l'a choisi. À travers le bourde, durant 10 jours, on magnifie la naissance du prophète, paix et salut sur lui. Après une journée de repos, le 12e jour, on célèbre le Mauloud. Le 12e jour, comme on dirait que les 12 premiers jours du mois de Rabbi Allah coïncident avec la naissance du prophète, alors El Hadji Malick Sy a décidé de magnifier durant ces 10 jours le prophète. Depuis une dizaine d'années, des bourdes populaires sont organisées sur l'ensemble du territoire national. Objectif, permettre à tous les fidèles tidianes d'y participer. À travers ce pape Souleymane Bilipay, nous avec Souleymane Bilipouy, nous avons fait une réunion pour organiser des bourdes partout au Sénégal pour fédérer et mobiliser davantage les fidèles tidianes. On organise plus de 100 bourdes au Sénégal. Le jour d'ouverture du bourde de Tivaouane, nous ne faisons pas de bourde. Les bourdes ont commencé ce jeudi 8 novembre. Chaque soir, les fidèles tidianes chantent et magnifient le prophète, paix et salut sur lui, dans toutes les mosquées. Une pause d'un jour sera observée avant la commémoration de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Restons à Tivaouane et parlons du lancement du programme national de gestion des déchets solides et urbains de la ville sainte. L'unité de coordination de la gestion des déchets solides UCG a apporté sa contribution pour la réussite du projet. Elle a offert un important lot de matériel à la commune de la ville sainte. Le coordinateur de l'UCG, Ousmane Bow, est avec Daouda Thiandoum. Nous l'écoutons. Il était prévu dans le cadre de ce projet un PGS pour accompagner les populations et les sensibiliser sur les infrastructures qu'on est en train de construire. Donc aujourd'hui, c'est la phase lancement. On est très satisfait de son déroulement et pratiquement toutes les populations sont sorties massivement et l'UCG est venu pour les accompagner en donnant un lot de petits matériels. On a des bacs de 120, de 160, on a des balais cantonnés, on a des râteaux, des pelles et on a aussi mis un dispositif de matériel lourd composé d'une pelle mécanique, d'un camion bennes à ciel ouvert ainsi que des bennes tasseuses. Le matériel est destiné aux populations. Les populations, c'est à la fois la mairie, c'est les groupements de balayage. C'est destiné aux populations, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour accompagner un peu la mise en œuvre des infrastructures qu'on est en train de construire et qui prendront un peu service. On a commencé depuis 1 mois et demi, 2 mois à renforcer le dispositif de collecte, en dotant de plus de bennes tasseuses et en augmentant un peu les circuits de collecte. Et on va continuer sur cette durée pour rendre la cité religieuse propre. Célébration du Mauloudine Nabi, la ville sainte de Pâle se prépare activement. Les populations engagent la lutte contre le dépôt sauvage d'ordures et les exigent des sanctions contre les auteurs de ces actes. Gambi Diagne a recueilli les précisions d'Amadouba. Il est le président du cadre de concertation des quartiers de la commune de Pâle. Nous l'écoutons.
Maintenant, on a vu qu'il y a beaucoup de saleté au niveau de Pâques, il y a beaucoup d'ordures au niveau de Pâques. Notre rôle aujourd'hui, c'est de voir quelles sont les voies et moyens pour que ces ordures-là soient dégagées. Et quand on dégage ces ordures, qu'on est au moins en relation avec la mairie, un dépotoir où tous ces ordures seront versés. Donc, nous avons, je pense, déjà choisi la date du dimanche 11, où toute la population de Pâles sera dehors, dans tous les quartiers, dans tous les points et recoins, pour nettoyer et les concessions et les rues et avenues. Donc, nous allons faire un grand nettoyage. Maintenant, nous demandons à la mairie de nous chercher un dépotoir où toutes les ordures seront déposées. Donc toutes ces ordures-là, quand elles seront déposées, nous demanderons aussi à la mairie d'avoir au moins l'opportunité de demander à la population, mais aussi de demander aux charretiers qui déposent ces ordures-là, de les déposer là où la mairie a indiqué. Après le nettoyage, investissons le terrain sportif avec cette question. Qui succéderont à Sadio Mané 4 fois d'affilée ballon d'or sénégalais, à Ibrahim Niane, meilleur footballeur local, à Regreg, meilleur lutteur, et à Astou Traoré, meilleur sportive? La réponse sera connue dans quelques jours lors d'un dépouillement après le vote des rédactions sportives. La NPS a publié hier la liste des nominés. On fait le point avec vous. Sambou Biagui. Au total, 30 sportifs sont présélectionnés avec un lauréat dans ces catégories définies. Meilleur sportif de l'année, Ballon d'or Sénégal, meilleur footballeur local, meilleur lutteur avec frappe et meilleur lutteur sans frappe olympique. Pour le boss, Sadio Mané pourrait remporter un 5e titre. Finaliste de la dernière Ligue européenne des champions avec Liverpool et nominé au Ballon d'or africain, Sadio Mané est en course pour le titre avec Kalidou Koulibaly, arrivé 2e l'année dernière. Le défenseur sénégalais de Naples est un sérieux concurrent pour le Ballon d'or Sénégal. Vice-champion d'Italie avec Naples, Kaka a participé à la Coupe du Monde avec le Sénégal et a inscrit 5 buts pour 35 matchs lors de la précédente saison avec le Napoli. Pour le titre de meilleur sportif, la succession de Astou Traoré est ouverte, même si l'équipe féminine dont elle est la capitaine est en lice. Qualifiés en 8e de finale de la Coupe du Monde de basketball 2018 à Tenerife en Espagne, les Lions sont en concurrence avec le taekwondo, champion d'Afrique, mais aussi avec le judo représenté par Monica Sagna, vice-championne d'Afrique à Tunis. Pour rappel, l'élection des meilleurs joueurs et sportifs de chaque année est organisée par l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal, ANPS, dans le but de mettre en valeur le dynamisme du monde associatif et sportif de la communauté sénégalaise. C'est la dernière note de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques minutes s'ouvrira une autre consacrée à l'actualité internationale. Ce sera avec BBC Afrique. C'est tout simplement vous souhaiter une belle soirée. Nos programmes qui sont poursuivants.